C'est à Lillebonne, petite ville normande de 9000 habitants, que nous retrouvons Gérard Bertin. Gérard Bertin nous accueille chez lui pour notre interview. Gérard Bertin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Lillebonne. Alors dites-vous que vous êtes un coureur de l'extrême, mais comment devient-on coureur de l'extrême? Comment avez-vous commencé le sport? Alors c'est une bonne question. Comment j'en suis arrivé là, je me demande encore, parce qu'on se laisse emmener, diriger, porter. Alors j'ai commencé le sport par le tennis de table. C'est le ping-pong pour moi, d'entendre le bruit d'une balle sur la table, ça m'a toujours... je veux dire que c'était un déclencheur, tout simplement. Et puis après, il se passe ce qui se passe dans la vie, on continue. J'ai joué à un bon niveau, et puis après, voilà, j'ai glissé vers le tennis. Sport de raquette, donc tennisman. Là aussi passionné, un ultra, on va dire ça, j'étais un ultra de tennis. Alors donc là aussi, période de tennis. Donc j'ai donné des cours aux enfants à Lillebonne, à Gravenchon. Et puis après, je me suis dit, c'est fini, terminé, parce que je voulais pas en faire un métier non plus. Et puis il y a eu un creux et la découverte de la course à pied comme ça, parce que pourquoi le Tancarville-Lillebonne à l'époque, un 20 km, donc un petit défi, mais en tant que tennisman, il y avait quand même déjà un fond, alors donc voilà, je m'engage. Et puis c'était le début, c'était vraiment le début, et puis après on passe du semi-marathon, après on se dit pourquoi pas un marathon. Et puis après on fait les marathons, et puis après on se dit pourquoi, il y a autre chose encore derrière ça, pourquoi pas un 100 km, donc direction 100 km. Et puis voilà, on fait les 100 km, mais il manquait toujours quelque chose, alors donc un petit temps mort, et puis je vois sur les revues spécialisées les courses de l'aventure. Je regarde la télévision, je tombe sur un reportage sur le marathon des sables. À l'époque, il y avait 30 coureurs. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est hallucinant de courir dans ces endroits-là. Et puis je retrouve le site du Marathon des Sables, j'envoie une demande de dossier qui m'est retournée par le directeur de l'époque, c'était Bauer. Et puis alors là, ça a été une vraie découverte. Et je me dis, je fais ça en dilettante, je m'entraîne, recherche de sponsors, et puis mon DRH de l'époque m'attend à l'arrivée du Tancarville, là sur la place de Lillebonne. Et puis il me dit, écoutez, pour votre projet, venez me voir demain. La course était les dimanches, donc c'est terminé les dimanches, et le lundi, il me dit, passez à mon bureau lundi matin. Et le chèque était prêt pour l'inscription au Marathon des Sables. On voit que vous parlez souvent de Lillebonne. Quelle est votre relation avec la ville de Lillebonne? Avec la ville de Lillebonne, c'est... Alors on me demande, mais avec tes voyages, tu aimerais vivre où? Je leur dis à Lillebonne, parce que mes racines sont à Lillebonne, les habitants de Lillebonne, la ville, le maire, tous ceux qui... c'est mon environnement à moi, et très, très intime, quoi. Donc c'est mon territoire. Voilà, c'est mon lien avec Lillebonne. Votre première course, ça a été? Le Marathon des Sables, c'est un souvenir, et je dis aux personnes qui courent les trails, les marathons, et qui tournent en rond, un petit peu quelque part, je leur dis, tentez une fois, le Marathon des Sables, c'est la porte d'entrée vers autre chose. Alors donc, ouais, c'est vraiment une très belle course, et puis à continuer, quoi. C'est là où je cours, c'est là où je m'entraîne, c'est là où je viens me ressourcer. C'est complètement... C'est ça la richesse. Alors Gérard Bertin, à votre actif, vous avez un palmarès de courses assez prestigieux. Donc vous avez fait notamment le marathon de New York, la No Finish Line à Monaco, 1000 km Immenstadt, transsaharienne algérienne, et le Saint-Malo 7 1000 km. Vous pouvez nous parler de ces courses, par exemple le marathon de New York? Ah oui, le marathon de New York, ça c'est le passage obligatoire aussi pour tous ceux qui aiment le marathon. Je dirais que c'est vraiment le marathon de New York qui a permis à beaucoup de gens de découvrir autre chose qu'un marathon en France ou dans sa région. Oui, il faut faire absolument le marathon de New York.
Et quel effet ça fait de courir en plein New York? New York, d'abord, moi je dirais que c'est la capitale de l'univers. Hein, c'est vraiment une ville à part, complètement différente de ce que l'on peut rencontrer partout ailleurs dans le monde. Alors donc il faut absolument aller à New York parce qu'il se dégage une atmosphère différente. Il y a toujours quelque chose à New York, hein, il se passe toujours quelque chose. La No Finish Line, alors donc déjà rien que le titre, c'est déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est la course et la ligne d'arrivée qu'on ne passe jamais. Chaque kilomètre parcouru ramène 1 euro. Et donc imaginez que sur cette course-là pendant 8 jours, parce que c'est 8 jours non-stop quand même hein, pour les coureurs de l'extrême, comme on dit, et ça rapporte 1 euro. Alors donc on est à environ 6000 et ça va. Le but pour cette année, 2011, est d'arriver à 180 000 km. Donc ça fait 180 000 euros. Je crois à ce sujet, vous avez une anecdote particulière. Alors l'anecdote particulière, c'est que la première fois, je vais courir à Monaco. Donc je tourne pendant 2 jours, 3 jours. Et puis à un moment donné, Philippe, l'organisateur, me dit « Gérard, arrête-toi, il y a quelqu'un qui veut te voir, qui est là. » Alors donc je m'arrête et puis je ne savais pas qui c'était. Et puis à ma grande stupeur, je vois le prince Albert habillé en sportif et puis pour venir courir sur sa course. Il vient de temps en temps comme ça. Et donc il a voulu me connaître et puis on a discuté pendant 10 minutes. Il m'a signé un autographe pour mes enfants. On a parlé devant la caméra, devant TV Monaco. Donc ce sont des moments quand même de privilège. Oui, la Transsahariana, ouais. Alors donc ça c'est une belle course aussi. Et je fais la première. Et je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que le marathon des sables, c'est 250 km en 6 jours. Et là, on va faire 270 km en une étape, hein, sans dormir. Et en fait, moi, j'ai découvert cette possibilité-là de courir pratiquement 300 km sans dormir. Et dans des températures de 45 degrés dans la journée, de 0 degré la nuit, dans le désert du Hogar qui est très dur, très difficile. Attaqué par des chacals en pleine nuit. Je peux vous dire que ça, et moi je suis un coureur solitaire pour ma part, j'aime être seul avec mon esprit et ça le fait bien. Et en pleine nuit, parce qu'il faut oser courir de la nuit dans le désert, c'est quand même quelque chose de complètement à part. Les gens écrivent, romancent sur le désert, mais qu'ils viennent avec nous pour vraiment découvrir le désert, parce que le désert, on ne commence à le découvrir que maintenant. Pour vous, la course la plus dure que vous avez faite? Alors, il n'y a pas de... La course la plus fantastique pour mon esprit, non pas pour le physique, mais pour l'esprit, ça a été la 1000 kg. Saint-Malo 7 en une étape. Ma fille Marion m'amène à Saint-Malo. Je me suis inscrit, je connais bien Jean-Benoît, l'organisateur. Et puis, donc, ma fille m'accompagne à Saint-Malo. Et puis, le matin de départ de la course et du briefing, Marion me dit « Papa, tu t'es trompé de course ». Tout le monde était avec un camping-car, tous les coureurs pratiquement, hein, à part 2 ou 3. Et j'avais mon sac à dos. Et mes amis concurrents m'ont dit au revoir avant de partir. Ils m'ont dit « Gérard, tu n'arriveras pas à 7, on te dit au revoir maintenant ». Donc je suis parti de Saint-Malo avec mon sac à dos. Eux étaient en camping-car, kinés, accompagnateurs, on leur préparait à manger, ils dormaient dans leur camping-car, dans leur appartement roulant. Et moi, je n'ai pas dormi pendant 11 jours. Hein, à avancer jour et nuit dans les bois, les villes, les campagnes, tout seul, dans la solitude totale. Et là, ça a été le combat physique et le combat mental. Donc là, j'ai découvert des choses complètement hallucinante au niveau de l'esprit, parce qu'empêcher le cerveau de dormir pendant 11 jours, eh ben on se découvre, on découvre des choses dont on ne parle jamais.